Je vais continuer avec l'échographie tendineuse et j'espère répondre aux questions que j'espère aussi que vous n'avez pas manqué de vous poser à la suite du topo précédent. Donc on va parler d'infraépineux. Donc l'infraépineux fait partie de la partie supérieure de la coiffe des rotateurs. Et quand on cherche des représentations schématiques dans la littérature, on tombe souvent sur des schémas comme ça, où la coiffe est représentée par une structure fibreuse assez homogène, faite de tendons parallèles qui viennent gentiment l'un à côté de l'autre rejoindre leur insertion sur le tubercule majeur de l'humérus. Et en pratique, quand j'étais interne et que je demandais à mes chefs comment on faisait pour distinguer du supraépineux de l'infraépineux, on me disait bah c'est facile, quand tu mets la sonde en avant c'est du supra, et puis quand tu regardes en arrière c'est de l'infra. Bon, ok. En reprenant un peu plus la littérature anatomique, il y a un article particulièrement intéressant donc, qui a été publié en 2008 par un japonais dans un grand journal de chirurgie orthopédique. Et il montrait en fait que le tendon infraépineux, donc celui-là, se prolongeait vers l'avant beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. Donc là, vous avez le sillon intertuberculaire, donc là, avec l'infraépineux qui arrive ici quasiment au sillon intertuberculaire. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a disséqué très soigneusement en retirant le tissu fibreux qui est à la partie superficielle de la coiffe, donc juste sous la bourse subaquemodeltoïdienne. Et ce tissu fibreux plus lâche, quand on le retire, fait nettement apparaître le bord antérieur du tendon infraépineux. Donc il a redéfini les zones d'insertion du supraépineux et de l'infraépineux. Donc là, sur la coupe A, vous avez la représentation classique avec une surface à peu près quadrangulaire pour le supraépineux et en arrière une surface un peu plus volumineuse, mais pas si volumineuse que ça pour le tendon infraépineux. Et voilà comment il a représenté ce qu'il a trouvé. Donc avec le supraépineux qui en fait a une zone d'insertion beaucoup plus petite, assez médiale, au contact du sillon intertuberculaire et du col anatomique de l'humérus, avec un infraépineux une zone d'insertion beaucoup plus étendue et qui s'approche surtout à la partie latérale du tubercule majeur, très proche du sillon intertuberculaire. Il a également trouvé qu'il y avait une partie du supraépineux qui venait s'insérer sur la partie supérieure du tubercule mineur. Bon, ça c'était en 2008, mais quand on reprend les trucs un peu plus historiques, on s'aperçoit que Codman, donc un chirurgien américain, le même que l'éperon de Codman dans les lésions tumorales osseuses, avait fait une représentation assez similaire, avec ici un supraépineux et en arrière et plus latéralement une zone beaucoup plus volumineuse pour l'anthèse de l'infraépineux. Et ça, c'était en 1934. Bon, toujours est-il que, est-ce qu'on peut voir ça en imagerie? Donc là, je vous montre une IRM avec des séquences dynamiques. Donc en avant, le supraépineux, son renforcement antérieur et sa petite lame postérieure, au-dessous, la capsule, et plus en arrière, la grosse bande tendineuse, donc une bande tendineuse beaucoup plus puissante que celle du supraépineux, qui vient plus en superficie, s'enrouler autour de la partie supérieure de la tête humérale. Voici sur une dissection, là on a complètement retiré l'acromion, donc on voit l'infraépineux qui vient s'enrouler autour de la tête humérale avec un bord antérieur qui est souvent plus antérieur que ce qu'on imagine, déjà en rotation neutre. Donc là, on a mis ce modèle en position supraépineux et on va imaginer ce que ça fait en échographie. Donc avec une coupe antérieure, donc par le renforcement antérieur du supraépineux, le tendon. Quand on décale un petit peu en arrière, on tombe déjà sur l'interface supra-infra. Donc là, l'interface apparaît sous la forme d'un petit trait hyper échogène. C'est soumis à l'anisotropie, donc ça peut être hyper, hypo ou ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est pas pathologique. Et à la partie postérieure de cette exploration, on s'aperçoit que les fibres changent d'orientation, et en fait, elles changent d'orientation parce qu'on arrive sur celle de l'infraépineux. Donc maintenant, pour mieux voir l'infraépineux, qui est un rotateur latéral,
eh ben, il faut mettre l'épaule en rotation médiale. Donc là, vous avez l'infraépineux en position supraépineux, où on peut déjà le voir en avant de l'acromion, hein, il est dégagé de plusieurs centimètres. Et quand on met l'épaule en extension et en rotation médiale, on le dégage franchement de l'acromion et on pourra l'explorer plus facilement en échographie. Donc voici une épaule disséquée sans couper l'acromion qui est ici, en rotation médiale maximale et en hyperextension. Ça, c'est le processus coracoïde. Donc vous voyez le bord antérieur de l'infraépineux, il est vraiment très très antérieur et plus antérieur que ce qu'on imagine souvent. Donc pour explorer ça en échographie, eh ben, on met la sonde, comme je vous disais tout à l'heure, à peu près dans l'axe du bras. On ajuste l'orientation pour avoir la plus faible largeur possible de la bande tendineuse de l'infraépineux. Et on peut bien sûr, quand on peut le faire en transversal, le faire également en longitudinal pour avoir cette bande tendineuse. Là, je vous montre un comparatif entre la rotation médiale maximale hyperextension et une coupe qu'on trouve assez facilement dans la littérature pour voir l'infraépineux. Donc là, ça dégage complètement l'infraépineux en avant de l'acromion, alors qu'ici, l'infraépineux, on vient cacher sa partie la plus antérieure sous l'acromion. Donc c'est aussi pour ça que dans beaucoup d'enseignements sur l'échographie de l'épaule, bah, vous trouvez du supraépineux en coupe longitudinale et transversale, mais pour l'infraépineux, c'est beaucoup plus facile de le trouver en longitudinal qu'en transversal. Autre avantage de cette coupe-là, c'est que c'est plus superficiel, donc qu'on voit le bord antérieur, qu'on peut faire une coupe transversale. Il n'y a pas besoin de bouger le patient, donc on gagne du temps. Les détracteurs de cette technique disent que l'infraépineux et le supraépineux se superposent, donc ça peut poser des problèmes. Je ne suis pas certain que ce soit un réel problème. La coupe postéro-latérale, bah, les inconvénients, c'est que c'est un petit peu plus profond, qu'on ne voit pas le bord antérieur, donc on ne peut pas faire de petit axe. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de superposition. Donc quand il y a une rupture complète, ça peut être plus facile. Autre point anatomique important, qu'on a tendance à négliger quand on fait de l'imagerie de la coiffe des rotateurs de l'épaule, c'est que la capsule, c'est une couche fibreuse qui est importante. Donc il y a une étude dont j'ai oublié de citer l'auteur qui est Arai, également un japonais, qui disait qu'entre 30 et 50% de l'épaisseur totale de la coiffe, c'est constitué par de la capsule. Donc là, vous voyez l'infraépineux qu'on a disséqué est relevé, et la capsule, qui est quand même un truc assez solide, sous le tendon. Quand on fait une coupe échographique, ben, on va voir ici le tendon et en dessous la capsule. Ce qui est important, c'est que l'infraépineux, il colle beaucoup moins à la capsule que le supraépineux, à tel point que Rouvière avait décrit une bourse normale entre le tendon infraépineux et la capsule. Tout ça pour dire qu'il est assez superficiel. Donc l'infraépineux, la bande tendineuse et la capsule qui est dessous. En pratique, donc, il faut repérer le tendon en coupe transversale et surtout repérer son bord antérieur. D'une part parce qu'il est facile à voir, avec un bord bien net au milieu d'un tissu fibreux qui est moins organisé, et aussi parce que c'est par là que commencent les pathologies. Donc les ruptures de l'infraépineux, elles commencent à la partie antérieure du tendon, donc au voisinage dans l'intervalle supra ou supra-infra, qui s'appelle aussi intervalle postérieur de la coiffe des rotateurs. Et une fois qu'on l'a, eh ben, il faut le suivre. Donc là, il est ici. Ici, on va attendre que la vidéo reparte au début. Hop. Le bord antérieur. Hop. Et une fois qu'on l'a, il faut toujours faire un peu changer l'anisotropie parce que ça s'enroule autour de la tête humérale. Mais ce qui est important, c'est de bien suivre ce bord antérieur du tendon jusqu'à l'insertion sur le tubercule majeur. Donc quand on peut suivre le bord antérieur jusqu'à son insertion osseuse, c'est qu'il est intact et qu'il n'y a pas de rupture. Ensuite, l'intervalle supra-infra-épineux, ici, on le voit de façon assez nette, sous la forme d'une petite interface hypoéchogène, donc qui est complètement normale, hein, c'est pas une fissure. Il n'est pas exclu que dans les tendons dégénératifs, les interfaces soient un peu plus visibles que dans les tendons strictement normaux. Cela dit, j'ai pas de repère fiable pour faire cette distinction.
ce qui est important aussi, c'est de savoir, c'est que la superposition entre les tendons supra et infra-épineux, elle est de l'ordre du centimètre. Donc il y a une étude qui avait proposé 8 mm, c'est la seule que je connaisse, qui a dû se faire en rotation médiale aussi, parce que les épaules dues à la rigidité cadavérique sont souvent positionnées en rotation médiale. Plus en arrière, donc on peut mettre en évidence l'intervalle infra-épineux petit rond, qui lui est beaucoup plus large, sans superposition intertendineuse, surtout en rotation médiane maximale de l'épaule. Là où ça devient intéressant, c'est quand on a ce genre d'image, donc là qui est un petit peu difficile à caractériser sur cette image arrêtée, et qu'on essaye de suivre le tendon infraépineux. Donc là, on repère le bord antérieur, et on va voir qu'il va se faire remplacer par du liquide. Donc en fait, on a une rupture ici du tiers antérieur ou de la moitié antérieure du tendon infraépineux qui est beaucoup plus facile à comprendre quand on suit de façon linéaire en faisant l'ascenseur le bord antérieur de l'infraépineux. Autre point intéressant, c'est les calcifications. Donc là, vous repérez le bord antérieur de l'infraépineux et là, vous avez une volumineuse calcification et regardez où elle se met exactement dans l'intervalle intertendineux. La calcif, elle est là. Là, il y a le supra en dessous. Et l'infraépineux, il est au-dessus. Je pense que ça a pas mal d'implications, à la fois physiopathologiques et thérapeutiques. Parce que quand on ponctionne ça, on n'abîme pas le tendon. Parce que c'est dans l'intervalle. J'ai l'impression, mais c'est pas très scientifique, que les plus volumineuses sont dans les intervalles et qu'il y en a parfois des petites qui ne sont pas intratendineuses, mais qui peuvent être collés sur notamment à la surface de l'infraépineux ou à la surface du renforcement antérieur du supraépineux, mais qui sont en tout cas pas à l'intérieur des bandes tendineuses. C'est pas pour ça qu'il peut pas du tout y avoir de cristaux dans les tendons, mais c'est dans ce cas-là souvent des cristaux qui sont millimétriques. Dernier point, le corps musculaire. Donc c'est un muscle qui a une architecture bipénée autour d'une grosse lame tendineuse que l'on voit très bien ici en IRM et comme en échographie sur l'image de droite. Donc, on va essayer de démontrer ça sur notre modèle. Donc mettez la main dans le dos, comme ça, avec le coude le plus comme ça. Oui, parfait. Hop. Donc je commence à la partie antérolatérale de l'épaule, et là je tombe directement sur cette bande fibreuse qui correspond au tendon infraépineux. Donc ici, merci. Donc là, je mets en évidence le bord antérieur, et en dessous, c'est du supra et de la capsule qui commence. Hop. Et donc je suis ça, je le suis. Ah oui. Dans quel sens? Comme ça, encore un petit peu plus. Ouais. Encore un peu plus. Oui, parfait. Donc, je reprends. Donc, on pose la sonde à la partie antéro-supérolatérale de l'épaule. Et, point essentiel, repérer le bord antérieur de l'infraépineux. Le voilà ici. Et ensuite, je vais continuer mon exploration en tournant autour de la tête humérale. Et regardez à quel point je suis antérieur. Je suis quasiment dans le sillon deltopectoral. Donc là, l'infraépineux, la superposition supra-infra, qui est ici, et la fin du tendon infraépineux. Évidemment, quand on a fait ça, on peut le faire dans le plan contralatéral. Là, je vais essayer de continuer vers l'avant pour vous faire apparaître. Donc là, le tendon approche et le biceps qui arrive ici. Hop, je vais me remettre en coupe transversale. Voilà, et décaler vers l'arrière pour aller chercher, comme tout à l'heure, le petit rond
qui est ici. Là. Hop, et si on décale plus en médial, voilà le corps musculaire qui apparaît du petit rond et de l'infraépineux. Et on peut évidemment aller le chercher complètement dans la fosse infraépineuse. À partir de la fosse infraépineuse. Non, bougez pas, bougez pas. Donc là, on va voir la bande tendineuse qui s'organise, qu'on perd un peu au passage de l'acromion et qu'on va récupérer ici, en avant. Voilà.